Qui est quelquefois un peu cynique, quelquefois voilà. Il y a aussi, et ça ne dénie pas l'importance des lieux, une notion d'errance aussi. Je veux dire, on se promène beaucoup, on marche aussi beaucoup, où on prend, que ce soit par bus ou que ce soit en voiture, une espèce de road movie comme la première nouvelle. Il y a aussi ce... C'est assez connu. Un autre celle que je verrai tout à l'heure, qui met en scène une personne qui est psychotique et différents centres pour gens défavorisés, soit dans les prisons, mais surtout dans les centres de santé. Travail incroyable d'écrire, et peut-être plus que pour tout autre genre une nouvelle, effectivement. Est-ce qu'il y a beaucoup de versions? Est-ce que tu te relis? Est-ce que tu retravailles? Est-ce que tu te rends compte à un certain moment, même si le sujet, le personnage te mène, mais que tu es en train de faire des chemins? En fait, ce qui se passe, c'est que je pars souvent d'une première phrase. La première phrase, pour moi, elle donne le ton, le la musical au texte. On parlait d'écriture tout à l'heure. La première phrase est extrêmement importante. Et c'est une phrase qui contient en germe toutes les phrases. De la pluie, donc tant mieux. Je vous présente donc Agapoloni, un écrivain très connu au Kosovo et dans la région, sur un ouvrage qui a déjà été traduit d'ailleurs en roumain, en slovène, en polonais, en anglais et en hollandais. Donc en français en France, donc pour la première fois. Hag est un professeur de littérature qui était d'ailleurs encore en fin de l'année dernière plusieurs mois à l'université de Prague pour enseigner la littérature mondiale, et à partir de septembre il sera à Harvard. Enfin, encore une fois, j'ai encore un doute qu'il arrive jusqu'à Harvard vu la situation actuelle, mais voilà. Et donc le thème en particulier, une lueur d'espoir, une lueur d'étincelle, vivant et catholique fervente, et qui découvre qu'en fait il revient de mort, et donc en fait elle finit par s'immoler. C'est une histoire vraie, elle s'est immolée en 2003 dans le silence le plus total, dans un champ entre deux villages où il y a eu un massacre de masse de près de 400 personnes, garçons et mari, qui avaient été assassinés. Et l'autre portrait, c'est de Ferdoni Ekçerkezi, qui est une femme toujours vivante dans sa maison, qui est devenue aussi un musée, donc elle vit dans sa maison. C'est vraiment un documentaire. Du thema, du idée, du personnage de Clouseau. Donc c'est un roman unique. Pour la première fois dans l'histoire de la Nuit de la littérature, invité sur scène Fleur Pierres, qui va présenter son récit Julien, et c'est une rencontre à la délégation de la Flandre en France. Qui seront traduites également en français, donc ça sera néerlandais et français pour vous. Fleur, bonsoir. Bonsoir. Je suis Émilie, l'éditrice française de Juliane. Je rencontre Fleur pour la première fois, et donc je vais pouvoir lui poser ces questions. Ouais, c'est bon. Est-ce que vous pourriez vous présenter au public ici présent et expliquer votre parcours jusqu'ici, s'il vous plaît? Oui, merci. Hallo, goedenavond. Mijn naam is Fleur Pierres en ik ben schrijver en kunstenaar. En ik heb heel lang geschreven over beeldende kunst. En dan op een gegeven moment ben ik mijn eigen magazine begonnen. Op een gegeven moment ben ik mijn vrouw tegengekomen, Julian, waarover ik dit boek heb geschreven. En wij zijn gaan werken als kunstenaarskoppel. Venant d'un auteur ukrainien et venant d'Ukraine, et je crois que la traductrice aura quelques mots à dire. Bonjour à tous, merci de votre présence. Oui, je voulais commencer pour finalement presque m'excuser d'être... voilà, si je suis ici, c'est parce que l'autrice du livre ne peut pas l'être, puisque elle est décédée d'un tir de missile. Donc voilà, je voulais juste vous parler de mon arrivée cet après-midi dans les lieux où on m'a remis son badge. Voilà, donc toujours en toute humilité, je ferai de mon mieux pour vous parler de son œuvre avec qui j'ai vécu très intimement pendant tous les mois de la traduction. Et je suis ravie qu'on puisse en discuter pendant cette vingtaine de minutes. Merci beaucoup.
Victoria Melina, une écrivaine ukrainienne importante, vraiment une actrice de la scène littéraire ukrainienne, à la fois à travers ses livres, mais aussi à travers ses œuvres, puisqu'elle a fondé un festival littéraire dans une petite ville de l'Est de l'Ukraine qui s'appelle New York. Et c'est un vrai nom de cette ville datant de... Pouvoir mener cet entretien autour d'un auteur qui nous est cher, un auteur majeur de la littérature grecque, Nikos Kazantzakis. Tu as commis avec un illustrateur qui s'appelle Antonin Buisson une piste à la rencontre que tu as voulu faire avec Nikos Kazantzakis. Alors, bonsoir à tous. L'Association internationale des amis de Kazantzakis m'a demandé si ça m'intéressait de faire un roman graphique. À l'époque, c'était d'ailleurs pour la jeunesse. Et quand je connaissais un peu Kazantzakis, mais surtout quand je me suis plongé sérieusement dans son œuvre, je me suis dit que j'étais incapable de faire une bande dessinée pour la jeunesse sur un auteur comme ça. Bon, peut-être que quelqu'un un jour saura le faire. Moi, je n'en étais pas capable. C'est un auteur tellement compliqué, on va en reparler, mais qu'il fallait absolument aller bien au-delà d'une simple bande dessinée. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on a fait 2 tomes et qu'on aurait pu en faire 3. Linda Maria Barros est née à Bucarest en 1981. Tu dis non s'il y a des erreurs. Poète, traductrice et éditrice. Elle est l'autrice, il n'y avait pas de E à l'époque, c'était en 2020, de 5 recueils de poèmes, dont La maison en lame de rasoir et L'autoroute A4 et autres poèmes chez Chêne. Elle a reçu le prix de la vocation 2004 et le prix Apollinaire 2007. Ses poèmes sont traduits en 40 langues. Voilà. Donc, Linda, tu nous proposes avec La nageuse désossée un recueil de poèmes qui dépote. Ça, c'est Guillaume, il pose toujours des questions d'une complexité absolue. Franchement, là, j'ai besoin de 3 heures pour vous expliquer ça. Mais je vais essayer de faire franchement très court. Non, je ne dirais pas que parler de 2 langues s'impose. Bien entendu, je suis née en Roumanie, vous l'entendez très bien, j'ai un accent très prononcé que j'assume. J'écris en français depuis... À Prachatice, dans une petite ville de la Bohème du Sud. Vous avez travaillé pendant plusieurs années dans la presse et dans la télévision tchèque. Aujourd'hui, vous travaillez dans l'industrie musicale et vous vivez entre l'Italie, les États-Unis et la République tchèque. Vous êtes autrice de plusieurs romans policiers et vous écrivez également pour la jeunesse. Votre précédent roman noir, intitulé Aux sources de Moldau, a reçu le prix Šumava Litera 2022 dans la catégorie fiction et a été finaliste avec mention honorable du prix du livre tchèque 2022. Za pozvání, že můžu tyhle ty zapomenuté příběhy, o kterých se přes více než 70 let nemluvilo, mluvit i tady v Paříži. Je vous remercie d'abord pour l'invitation et pour cette occasion de présenter des histoires oubliées dont on ne parle pas beaucoup et de pouvoir la présenter même ici à Paris. Knížka U severní zdi je vlastně vzdáním holdu všem zapomenutým příběhům politických vězeňkin z 50. let, které byly mučeny a zavražděny na Pankrátské věznici v Praze. Lecture à la bibliothèque pour des lectures à l'oreille. Alors, nous sommes juste devant la dernière rencontre littéraire de cette soirée. Et restez avec nous jusqu'au bout, puisque nous terminons par une soirée de DJ, voilà, donc vous êtes tous conviés. Mais maintenant, j'ai le grand plaisir d'inviter sur scène l'auteur Timur Mouddin, qui va vous présenter son récit du voyage en grand écran, et c'est une rencontre littéraire présentée par le Centre culturel Anatolie. Bonjour, merci de nous recevoir, merci à tous.
Alors, en 2 mots, si je suis là, je suis simplement l'éditrice de Timur Mouhidine. Nous travaillons ensemble depuis longtemps. Je suis Emmanuel Colas, les éditions Emmanuel Colas, et avant les éditions Galahad, cela fait longtemps, ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble, qu'on s'est rencontrés, autour de la Turquie d'ailleurs, essentiellement, de la langue turque. Et le centre culturel anatolien, je le connais, puisque j'y ai pris des cours pendant longtemps. À chaque fois que je devais aller là-bas, en Turquie, travailler, puisque je suis par ailleurs historienne de l'Antiquité, donc j'ai passé beaucoup de temps en Turquie. Aujourd'hui, je suis là juste pour faire parler Timur Mouhidine. Alors Timur, je ne vais pas beaucoup vous le présenter, il va se présenter parce qu'il y a plein de trucs étranges chez Timur Mouhidine. Alors Timur Mouhidine, tu es du monde académique, puisque tu es professeur à l'INALCO, spécialiste de la littérature turque, de la langue turque. En général, on te rencontre d'abord par les livres, par tes traductions, beaucoup aussi par tes romans, beaucoup à l'INALCO. Tu es traducteur, nous avons beaucoup travaillé ensemble d'ailleurs sur des textes de Nazım Hikmet. Tout l'après-midi sur un texte de Mevlüt Cevdet Anday, un projet sur Istanbul, mais tu es justement très ancré à Istanbul, notamment à Beyoğlu. Et pourquoi toute cette Turquie? Tu n'es pas turc, avec un nom étrange, tu n'es pas turc. Alors, quelle est ton histoire? Merci Emmanuel. Bon, il ne fallait peut-être pas le dire tout de suite, que je n'étais pas turc, parce que je me suis supposé représenter la littérature turque. Enfin, j'espère que je la représente quand même un petit peu. Donc, effectivement, moi j'ai un nom qui a une consonance turque à cause du prénom. Le nom de famille un petit peu moins. C'est un ancien prénom qui est devenu un nom de famille, Mouhidine. Voilà, parce que mon père était syrien en fait. C'est une famille turque de Syrie. Donc déjà, ça me place un peu en dehors du débat strictement turco-turc. J'ai grandi en France, j'écris en français. Voilà, donc, je suis un auteur français finalement, avec un nom, disons, exotique. Grand spécialiste. Beaucoup de traductions. Je continue ces temps-ci à traduire de la poésie pour ta maison d'édition. J'ai également des œuvres plus littéraires, autobiographiques ou des romans, qui est paru il y a 2 ans, qu'on aurait pu présenter ici, mais enfin bon, on a préféré se concentrer sur le dernier livre paru qui s'appelle Voyage en grand écran et qui est un ouvrage pas très facile à classer, qui est une promenade, une cinématographie. En fait, j'espérais montrer ce qu'était le goût du cinéma pour la plupart d'entre nous. Il peut arriver qu'on se targue d'adorer les grands cinéastes, c'est pas interdit, mais en fait on regarde aussi beaucoup de navets dans notre vie de spectateur, dans notre vie de anciennement téléspectateur ou de spectateur de cinéma. Et j'ai l'impression que tous ces films nous racontent aussi de manière intéressante. C'est-à-dire que ce qu'on aime dans une comédie parfois un peu lourde, ou dans un film d'action carrément très lourd, ça fait partie des goûts humains et ça fait partie de ce que le cinéma a à offrir. Je pense même que ça a été un des principaux rôles du cinéma que de permettre les films d'action, et plus avec les trucages, etc. C'était vraiment une des ambitions du cinéma quand il a été inventé au début du XXe siècle. Bon, tout ça pour dire que toutes ces formes de cinéma sont présentes dans le livre, et puis beaucoup de géographie. Oui. En effet, c'est un voyage, c'est vraiment un itinéraire, je dirais. C'est un itinéraire de vie, c'est un itinéraire dans le monde, c'est un itinéraire dans des langues différentes, dans le cinéma. Ça passe, c'est vraiment de la littérature, dans le sens... Istanbul, ville du cinéma perdu. La Turquie a d'abord pris l'aspect d'un film politique. Des personnages très engagés, révoltés, parfois syndicalistes ou ouvriers opprimés, finissent par atterrir en prison, puis déroulent leur vie d'avant, placée sous l'astre de la mélancolie, ce que confirme la musique d'Anatolie. Les plaintes aigres du kemençe et du saz disent tout autant le paysage désolé des plateaux où s'achèvent toujours les fuites à l'est. Cet étrange contact avec le cinéma, laissez-moi vous le raconter. Les salles d'Istanbul m'ont tout de suite attiré. Vieillotte, avec un bar où l'on vendait des friandises et toutes sortes de boissons,
et aussi du popcorn fait maison. On voyait qu'elles hésitaient entre l'ambiance d'une séance de patronage et le chic déclassé de la grande ville. En tant que spectateur étranger, les choses gagnent en relief. Vous pouvez les suivre à la bibliothèque pour de la lecture.